Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique où nous allons parler de X-Men Age of Apocalypse sorti en 2016 et réalisé par Bryan Singer. Vulgarité dans 3, 2, 1... Putain sa mère la pute, comment ça déboîte le cul d'une info qu'on aurait animée pendant 3 heures. Attention, cette critique est faite par un amoureux de la saga X-Men. Ne pas donner au public n'aimant pas le film de super-héros ou encore le blockbuster. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Et ainsi, Bryan Singer nous montra qu'il était le plus qualifié pour comprendre l'univers des X-Men. Pour vous dire, quand j'écrivais la critique, je vous jure que rien qu'en y repensant, j'étais en train de frissonner. Alors avant de commencer, il faut savoir que la saga X-Men, c'est la saga que je préfère au niveau super-héros au cinéma, et de très loin. Bon, c'est vrai, on a eu des petits soucis de parcours. Alors oui, certes, pourquoi Age of Apocalypse est l'un des meilleurs X-Men à ce jour? Déjà, le film est super bien rythmé. À peine les premières minutes du film commencent que t'es déjà scotché, et je peux vous avouer que si on m'avait rajouté 1 heure de film, eh ben j'aurais pas dit non. Bon, c'est sûr qu'il y a aussi le fait que je suis super émotif quand on m'apprend que Bryan Singer réalise un nouveau X-Men. Rien que dans l'intro, juste après la scène, pendant l'ancienne Égypte, et ben je peux vous dire que les larmes commençaient à monter, mais j'ai pas pleuré. Et honnêtement, parmi toute la saga X-Men, si on exclut Deadpool parce qu'il n'entre pas dans les cases habituelles, eh bien on a la meilleure intro de tous les X-Men. Bon, par contre, j'avoue que j'ai versé une petite larme quand Eric perd sa femme et sa fille. Je suis un fragile. Allez, salut, pleurnichard. Mais en même temps, avec Days of Future Past, Age of Apocalypse est le film le plus axé sur les émotions. Et ça passe bien évidemment par l'évolution psychologique des personnages à chaque nouvel opus. Pour revenir sur Magneto, c'est la première fois, pour ma part en tout cas, peut-être que pour vous aussi, c'est la première fois qu'on a vraiment de l'empathie pour le personnage. Mais de la vraie empathie, pas juste des petits moments où tu te dis ouais, pourquoi pas. Non, là tu te dis putain merde, fais chier quoi, t'as mal au cœur pour lui. Car faut le dire, le mec il est complètement dans la rédemption, ça fait 10 ans qu'il mène une vie tranquille, il est bien posé, et c'est en sauvant quelqu'un qui revient à la case départ et qui pète une durite. Tout à fait, la Providence est une pute capricieuse. Et ça se ressent encore plus quand Charles entre en contact avec lui et qu'il ressent les mêmes émotions qu'Eric. Ça franchement c'est vraiment intense. De toute manière tu peux pas tester parce que James McAvoy et Michael Fassbender ce sont des bêtes. Là où les excellents Patrick Stewart et Ian McKellen sont dans un jeu plutôt théâtral, de dramaturgie, surtout lorsqu'ils ont une conversation entre eux. Ici on a une palette d'émotions beaucoup plus large puisque les personnages n'ont pas le recul et la sagesse des versions âgées. D'ailleurs James McAvoy passe du pessimiste de Days of Future Past à l'optimiste pur d'Age of Apocalypse. Ce qui change totalement l'ambiance et le ton du personnage. Il est plus léger, voire parfois naïf. Ne serait-ce que sa relation avec Moira, c'est mignon, c'est drôle, et quand il lui redonne ses souvenirs de Cuba, oh là là, mais qu'est-ce que c'est puissant! Donc désolé, mais ça ne sert à rien de dire qu'on vous resserre le même film X-Men à chaque fois. Puisque la sous-lecture sur notre société et la relation entre mutants ainsi qu'entre Homo sapiens et Homo supérieur est changeante à chaque opus. Après, c'est sûr que c'est pas Jennifer Lawrence qui va contribuer à l'apport d'émotion. La tristesse. Je suis Jennifer Lawrence et je suis triste. La peur. Je suis Jennifer Lawrence et j'ai peur. La joie. Je suis Jennifer Lawrence et je suis joyeuse. Alors oui, je sais pas, c'est totalement personnel, je sais que je suis pas le seul, mais je peux pas la saquer. Et heureusement que, contrairement à ce qu'on a vu dans la bande-annonce, elle a pas une place aussi importante que dans Days of Future Past, parce que j'aurais peut-être pété un petit peu les plombs. Et puis il faut bien avouer qu'elle a le charisme d'une huître, comparé à l'interprétation de Rebecca Romijn dans la première version. Ça c'est fait. Alors petit défaut, parce que je vais quand même être honnête, même si j'ai adoré le film, alors Quicksilver réclame la reconnaissance de son père, et malgré ce manque, il ne lui dit pas qu'il est son fils. Ce que je trouve un peu bizarre de la part de quelqu'un qui recherche la présence d'un père. Mais à côté de ça, le personnage est tellement jouissif, et on a peut-être l'une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma. 2 mois de tournage pour réaliser cette scène. Celle de Days of Future Past était déjà grandiose, mais là on est à du puissance 1000. Prendre son temps, ça paye quand même. Cette scène s'en va très loin, à des années-lumière parmi les scènes mythiques du cinéma.
Pour vous dire, j'ai tellement kiffé que je pourrais la mater en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Donc c'est sûr, le film est parfois drôle, mais le dosage est suffisamment bon pour qu'à chaque fois on se dise « Oh putain, ça pue la fin du monde là !» Et le film se permet même un tacle sur X-Men 3 avec une réplique de la part de Jubilé ou Jean, je ne sais plus exactement, vous me le direz en commentaire, qui dit, après la séance cinéma du Retour du Jedi, que le troisième est toujours le moins bon. Voilà, ça c'est fait. Donc le film se passe en 1983, et personnellement, si tu mets un X-Men à l'époque des coupes mulets avec un Havok digne d'un Miami Vice, je dis oui, y a pas de problème, direct, j'y vais, ok, c'est bon, on y va. Oh, je suis chaud, ma parole. Même si j'aurais voulu ressentir un petit peu plus les 80s, mais bon, rien de bien méchant franchement. Enfin si, quand même. On me vend Jubilé et elle est à la limite du caméo, alors que c'est LE personnage qui respire les 80s par son look. Du coup, je vais pouvoir faire une très belle transition sur les costumes. Parce que Psylocke, ok, la meuf elle est magnifique, mais le costume fait un peu cosplay. Mais d'un autre côté, ce choix peut être respectable dans le sens où ce costume rend aussi état de certains éléments kitsch des années 80. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à la fin, les X-Men ont les costumes typiques des comics des années 80. Par contre, pour les costumes des autres 4 cavaliers, aucune excuse. Angel était même plus badass avant qu'Apocalypse débarque. Et au passage, Apocalypse, en dehors du fait que tout le monde gueulait parce qu'il était plutôt petit, eh ben il en jette, il a du charisme le monsieur, et il te fait flipper ta race. On peut dire qu'Oscar Isaac a vraiment une prestance qui vaut le coup. Et la puissance du personnage passe aussi par le son. Alors au niveau du mixage sonore, il y a vraiment un gros travail, si bien que quand t'es dans la salle, que tu vois la puissance du personnage, bah tu la ressens, parce que ta salle elle est en train de trembler. T'es au cinéma, ton siège il est comme ça mon gars. Donc c'est génial. Mais c'est quand même dommage que les méchants soient pas mis plus en valeur. Même le temps de présence à l'écran des 4 cavaliers est plutôt court, sauf Magneto bien entendu, mais moi j'entendais pas mal de Psylocke, j'attendais même une petite référence à son frère Captain Britain, mais que dalle, et ça, bon, j'étais un petit peu déçu quand même. D'un autre côté, le traitement de Jean, Scott et Kurt est plutôt intéressant, et je ne pense pas qu'il était possible d'en demander plus. Il y a un gros respect des personnages et du public dans la manière de les mettre en avant au point d'éclipser les personnages principaux, le tout pour en faire la clé du film et devenir l'équipe des X-Men qu'on connaît. Le personnage de Jean Grey est vraiment intéressant, tout en subtilité, une adolescente introvertie qui ne prend pas encore conscience qu'elle sera la plus apte à aider les gens. Et ce basculement d'un personnage introverti vers un personnage bienveillant se voit déjà dans ce film, ne serait-ce que quand on prend Logan lorsqu'elle l'aide à retrouver un tant soit peu son humanité. Ah oui, et la scène au département X avec Logan qui débarque et qui défonce tout, oh putain que c'est génial, c'est jouissif, il y en a qui crieront au fanservice, et bah moi je dis, servez-en nous. Je me rends compte que je suis complètement taré sur cette critique. En même temps putain j'ai kiffé ce film. Mais attention avec le Phoenix quand même, parce que dans Days of Future Past, dans le nouveau futur, elle ne meurt pas, et comme Apocalypse se dit, tout est révélé. Donc va falloir s'attendre à revoir le Phoenix, mais attention à pas buter Jean pour les problèmes d'incohérence. Pour Cyclope, c'est vraiment intéressant de voir ses difficultés d'adaptation à l'école et au groupe, ainsi qu'un côté crise d'adolescence. Car au fond, même dans les comics, on ne connaît que principalement le leader et ça donne vraiment une nouvelle vision du personnage. Et puis j'aime bien Diablo, on retrouve ce petit côté je sors de ma boîte, je découvre le monde, je comprends rien, je sais pas ce que c'est un centre commercial, ce qui est vraiment drôle. Par contre dans la VF il l'appelle pas Kurt, il l'appelle Kurt. Alors pourquoi pas, ça m'a un peu étonné parce qu'aux États-Unis on dit Kurt, mais Diablo il a toujours dit Kurt. Ça se discute, ça se discute. Il a fait ça de l'acte de nerf du content. Mais je sens déjà une incohérence par rapport à son pouvoir. Parce qu'à un moment il dit qu'il ne peut se téléporter que dans les endroits qu'il a vus, ou alors qu'il a déjà fréquenté. Donc parfois j'ai l'impression, notamment quand il va dans la pyramide d'Apocalypse, qu'on respecte pas du tout cette règle, et du coup c'est un peu con. Mais c'est à revoir, peut-être que je me trompe. Et en parlant d'incohérence, et là tu sens que ma hype elle descend un petit peu progressivement, mais t'inquiète, je kiffe quand même le film. À la fin de Days of Future Past, Mystique se transforme en Striker pour récupérer Wolverine. Et finalement, on n'a aucune explication sur ce point dans Age of Apocalypse, alors qu'on aurait sans doute pu la demander lors de la scène au département de l'arme X. S'il vous plaît, pour l'amour des fans, ne repartons pas sur des bases d'incohérence dans la saga X-Men. Non mais c'est pas possible ça. Non, ça va pas le faire, hein. Mais c'est aussi assez sympa parce qu'on respecte le comics sur certains points, comme par exemple le look de Logan ou encore l'aile cramée de Angel. Et puisque je parle de Wolverine, il faut savoir que ce film est violent. Pas du niveau de Deadpool, mais violent quand même. Du démembrement, de la compression de corps, du sang, c'est bien bourrin, surtout avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse de l'ancienne Égypte.
Si on avait eu cela dans les années 80, je peux vous dire que ça aurait été bien plus violent qu'avec les 400 charismes qu'on a eu. Tornade pourrait déchirer, c'est juste qu'elle est mal exploitée, mais c'est une putain de survivante dans ce film, seulement on le montre pas assez. D'ailleurs, je dois avouer qu'en Égypte, en 1983, tu sens parfois que t'es dans un studio avec un fond vert derrière. Bon voilà, il y a quelques défauts par-ci par-là, mais c'est pas alarmant. Quand tu vois ce qui est fait globalement sur le film, il est génial, c'est pas pour 2-3 broutilles que tu vas dire que le film est mauvais quoi. Non, là c'est de l'acharnement gratuit. Donc, avant de terminer cette critique, je vais parler du post-credits, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été largués sur cette scène. Avouez-le, vous étiez déstabilisés avec le Essex Corp, même les lecteurs de comics, parce que Essex Corp n'existe pas dans les comics en fait. Essex, c'est le nom de famille de Nathaniel, qui n'est autre que Mr. Sinister. Alors je ne connais pas bien ce personnage, je l'ai vu de temps en temps dans certains comics, mais il faut savoir que c'est Apocalypse qui le transforme au 19e siècle. Bon, du coup ici, ça a pas l'air d'être vraiment le cas en fait. Donc lui, c'est un expert en génétique, et voilà mes suppositions. Dans les comics, à un certain moment, il engage Gambit. Alors, est-ce que c'est une scène qui annonce justement le spin-off sur Gambit ? Et donc nous verrons Mr. Sinister dans ce film. D'un autre côté, on a la fiole avec le sang de Wolverine, alors pourquoi pas voir X-23 sachant que Hugh Jackman veut arrêter X-Men. Et là je validerai totalement ce clone de Wolverine parce que X-23 c'est une meuf qui déchire tout. Et quand on y pense, la Fox veut faire un film sur X-Force. Donc ce serait pas mal d'incorporer X-23. Et Mr. Sinister est souvent en conflit avec la famille Summers. Donc peut-être présent dans Deadpool 2, sachant que Cable, le fils de Cyclope, sera de la partie. Bref, des tonnes de possibilités autour de cette scène post-credits, et donc j'attends vos théories en commentaire. Age of Apocalypse, vous l'aurez compris, c'est du grand X-Men, du grand Bryan Singer. Bon, c'est sûr qu'il est un petit peu en dessous de Days of Future Past, mais on a tendance à s'en foutre parce que c'est déjà un très bon film. Alors merci Bryan Singer et merci la Fox de nous avoir sorti 2 très bons films X-Men cette année. Et profitez-en parce que je remercie très rarement la Fox pour ses décisions en termes d'adaptation de comics au cinéma. Voilà, c'est tout pour cette critique, n'hésitez pas à commenter, aimer et partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, salut!